Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce nouveau webinaire organisé par la société Southern Implant France. J'ai le plaisir d'être accompagné de Monsieur Escalan, qui est à ma gauche, qui est le directeur de la société, mais aussi des docteurs Victor Priol et Jean-Pierre Gardella. Pour ma part, je suis Florian Gobin, responsable marketing de la société, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette soirée dédiée à un sujet central pour tous les professionnels de santé bucco-dentaire, qui est celui des réhabilitations globales. Avant de passer la parole aux docteurs Priol et Gardella qui vont nous présenter leur expérience clinique sur le sujet, je voudrais vous proposer une rapide introduction à Southern Implant, qui sommes-nous, ce qui nous anime et pourquoi nos solutions de traitement sont pensées pour s'intégrer dans votre quotidien clinique avec toujours pour philosophie de vous proposer des protocoles de réhabilitation dits immédiats alliant performance et sécurité. Alors, pour la petite histoire, qui sommes-nous? Chez Southern Implant, nous développons des implants dentaires uniques, pensés pour répondre aux défis les plus courants en implantologie dentaire. Notre particularité est de proposer des protocoles qui vous permettent, dans bien des cas, d'éviter des greffes osseuses, souvent coûteuses et chronophages, grâce à des designs et des approches cliniques innovantes. Depuis nos débuts, nous investissons en recherche, développement et fabrication avec une seule idée en tête, vous offrir des solutions fiables, précises et parfaitement adaptées à votre pratique. Ce monsieur, qui est monsieur Graham Blackburn, a fondé la société en 1987 et dès le départ, sa vision était assez claire. Vous proposez, euh, on va dire, des concepts de traitement en collaboration avec des praticiens pour concevoir des implants qui répondent à des situations cliniques et des problématiques réelles. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être présents dans un peu plus de 30 pays avec un réseau solide et une vraie culture du partenariat avec tous les praticiens à travers le monde. Notre titane et tous nos implants sont conçus en titane de grade 4, un titane qui confère à nos solutions de traitement une très haute résistance et une solidité remarquable. C'est essentiel, surtout dans des cas de charge importante ou de réhabilitation globale où la durabilité est un critère majeur. Notre état de surface, inchangé depuis plus de 25 ans, la surface S-Synergie, modérément rugueuse et sans modification aujourd'hui, elle offre une ostéo-intégration assez fiable, validée par des décennies de recul clinique, ce qui est un vrai gage de sécurité pour tous vos patients. Ce qui est ici attesté d'ailleurs par un organisme indépendant qui est la société Clean Implant, d'où nous avons obtenu la certification en 2023 concernant la propreté de notre état de surface sur l'ensemble de nos solutions de traitement. La quasi-totalité de notre gamme implantaire bénéficie aujourd'hui d'une surface hybride, lisse sur les 3 mm de la partie coronaire, comme vous pouvez le voir, pour limiter l'adhésion de la plaque bactérienne et rugueuse au-delà du corps de l'implant pour une ostéo-intégration et une accroche optimale lors de son placement. Ce type de surface répond parfaitement aux enjeux de préservation tissulaire et vous offre un confort d'entretien, en particulier sur le long terme. Nous faisons partie aujourd'hui des 4 seuls fabricants au monde avec des études de haut niveau sur plus de 5 ans, publiées dans la littérature scientifique de référence. C'est une vraie reconnaissance de la fiabilité de notre travail et du travail des ingénieurs sud-africains. Aujourd'hui, notre vision est assez claire dans la mission que nous avons déterminée en France pour vous accompagner. Nous voulons nous identifier comme le partenaire de vos défis quotidiens pour vous aider à affronter toutes les restrictions anatomiques, que ce soit à la mandibule, pardon, ou au maxillaire. Et nous avons conçu depuis tant d'années des solutions qui répondent à l'ensemble des indications en chirurgie orale, comme vous pouvez le voir sur ces illustrations juste après. Euh, Notre philosophie est aussi de vous offrir pardon, des concepts qui soient biologiques, en deux mots avec un tiret, comme notre concept Coaxis, que vous pouvez voir juste ici illustré. C'est une innovation propre à Southern Implant, avec une angulation pardon, intégrée au niveau de la plateforme prothétique pour faciliter vos restaurations, même dans des cas de malposition osseuse. Vous le voyez ici, disponible en version 12 degrés, 24 degrés ou 36 degrés pour vous proposer plusieurs axes de rattrapage. Toujours dans la philosophie de vous proposer des concepts biologiques, nous avons conçu maintenant le concept d'implant max qui vous aide à répondre à des situations de cas d'extraction implantation immédiate dans les secteurs postérieurs, donc molaires et prémolaires. Les implants max sont donc des implants à large diamètre qui recopient, on va dire, la nature, vous proposant des diamètres allant de 6 à 9 mm. La thématique de ce soir, donc les réhabilitations globales. Je me permets de vous présenter rapidement notre dernier né, notre qui, elle, justement, répond à ce type d'indication et elle est
Cette gamme est conçue dans une logique de plateforme unique, avec seulement trois diamètres et une connexion conique interne couplée à un hexagone qui vous offre un protocole tout simplement simplifié et une mise en œuvre rapide, stable et reproductible. Comme vous le voyez ici, la trousse chirurgicale est évidemment simplifiée pour le protocole. Une version de trousse de chirurgie à main levée et de chirurgie proposée. Pour rendre plus responsable l'implantologie de demain et garder en tête cette philosophie de répondre aussi également à toutes vos problématiques, nous nous engageons aussi pour l'environnement avec des emballages recyclables, sans porte-implant et aussi, vous pouvez le voir sur cette illustration, une partie de l'usine qui est dédiée à la fabrication de cet implant SP1 en Afrique du Sud est uniquement, on va dire, alimentée par l'énergie solaire. Pour ce qui est de notre gamme de solutions prothétiques présentes sur toutes nos connexions implantaires, nous vous offrons une gamme complète avec de multiples propositions, des composants pour la prise d'empreintes analogiques ou numériques, avec bien sûr toutes sortes de possibilités pour effectuer des restaurations scellées, transvissées et amovibles. Nos solutions prothétiques, nos composants sont présents dans les logiciels les plus récurrents sur le marché, comme Exocad, Dental Wings ou TreeShape. Nous avons toujours à cœur de vous proposer des innovations, même dans la phase finale de la réhabilitation implantoprothétique, avec des solutions novatrices comme le pilier SI-Base qui, lui, est polyvalent avec une cheminée d'une hauteur de 8 mm, avec deux marquages laser recoupables à 4 et à 6 mm, et bien sûr notre pilier à rattrapage d'axe ASC, qui veut dire Angulated Screw Channel, qui vous offre une possibilité de rattrapage d'axe allant jusqu'à 20 degrés. Pour vous parler de nos services, bon, bien sûr, au-delà des produits que nous commercialisons, nous sommes surtout une équipe disponible à votre écoute, que ce soit pour un conseil clinique, un accompagnement technique ou un besoin de formation. Nous avons mis à votre disposition une boutique en ligne claire, simplifiée, comme vous pourrez le voir sur notre site southernonlineshop.fr et couplé à un espace client qui vous permet de gérer votre partie administrative, le suivi de vos commandes ou la gestion de votre facturation en toute simplicité. Un outil que nous avons réalisé et que nous continuons de mettre à jour assez fréquemment est notre guide de sélection prothétique. C'est un outil disponible en ligne qui peut vous aider à la sélection de vos composants en fonction des gammes et des connectiques associés pour vous assurer de sélectionner la bonne pièce, que ce soit pour la prise d'empreinte jusqu'à la restauration du pilier définitif. Vous pouvez évidemment nous retrouver lors d'événements un peu plus locaux, si je peux dire, sous le format de study group dans diverses régions en France, pardon, avec des praticiens engagés et utilisateurs de nos solutions qui communiquent sur différentes thématiques en implantologie orale. Nous vous proposons sur notre chaîne YouTube toutes sortes de formats d'éducation gratuits, des webinaires comme ce soir. Vous trouverez tous les replays portant évidemment sur plusieurs thématiques et nos différents concepts de traitement. Et j'en profite pour rappeler que nous proposons le 4 juillet dans nos locaux à Pertuis, avec notamment les docteurs Gardella et Priol, une formation sur la gestion du secteur antérieur. Donc, vous pouvez retrouver le programme sur notre site internet southernimplant.fr dans la partie services et formation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour cette date. Nous proposons un format assez réduit de 12 places maximum pour garder la meilleure interaction possible avec les orateurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vais donc maintenant laisser la parole au docteur Gardella qui va vous introduire cette présentation sur la thématique des réhabilitations globales. Jean-Pierre, c'est à vous. Merci Florian de pour cette présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je pense. Je vois très bien, oui. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être une fois de plus avec vous ce soir. On va partager ce podium virtuel avec Victor, mon associé, pour vous parler de beaucoup de choses. D'abord, notre engagement auprès de la société Southern Implant et de la Surgical Academy, au sein de laquelle nous sommes très, très actifs à travers les différentes formations qui nous ont été attribuées.
Puis moi, je voudrais revenir en particulier sur ces réhabilitations globales et que je qualifie parfois de complexes avec ces quelques radios pour vous dire à quel point aujourd'hui, avec maintenant pratiquement 8 ans d'expérience avec notamment les implants coaxis, nous sommes en mesure de traiter de façon excessivement élégante et peu morbide les différentes indications de traitement implantaire qui nous sont proposées au cabinet avec la venue de patients, et notamment sur l'utilisation de l'implant coaxis, essentiellement en ce qui nous concerne dans l'édentement complet, qui nous permet effectivement d'éviter très régulièrement des solutions plus invasives. Je voudrais mettre l'accent, et cela n'engage que moi, sur cette nécessité de moindre morbidité dans nos approches chirurgicales, mais qui doivent aussi ne pas l'être de façon systématique. Et vous le verrez tout à l'heure, lorsqu'il convient de conserver et nous nous en réjouissons chaque fois que l'occasion nous en est donnée de conserver des organes dentaires parce que bien sûr que les implants sont des outils magnifiques, mais en aucun cas ils ne sauraient remplacer un organe naturel qui a été diagnostiqué comme valide, comme ayant un bon pronostic et tout à fait apte à recevoir une réhabilitation, et vous le verrez tout à l'heure dans la dernière situation clinique que nous allons vous décrire avec Victor. Euh, Complexe, je suis allé piocher une définition du terme complexe qui contient plusieurs parties ou plusieurs éléments combinés d'une manière qui n'est pas forcément immédiatement claire pour l'esprit, en clair, compliqué, difficile à comprendre. Alors je tempérerai cette définition au niveau de ce que je conçois de la dentisterie aujourd'hui. C'est pour moi complexe et d'abord le synonyme de interconnexion entre plusieurs disciplines de la dentisterie. Et à cet égard, pour moi, un cas complexe est par essence une situation clinique dans laquelle nous allons, évidemment, nous sommes là pour en parler ce soir, faire appel, je dirais, à des thérapeutiques chirurgicales et prothétiques implantaires, mais également, dans un certain secteur, vous le verrez tout à l'heure, être en mesure de conserver des organes dentaires tout à fait aptes à recevoir des restaurations. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. On a assisté malgré tout, et on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des gens qui multiplient les publications sans radio initiale. Donc, on ne sait pas si le patient a été édenté largue à main nue pour permettre d'installer 4, 6, 8 implants. Nous, aujourd'hui, on est quand même très attentif à cette dérive et à la clinique 131 avec Victor. On est quand même très vigilant sur le diagnostic différentiel et le diagnostic pré-traitement qui nous permet quand même de poser l'indication de la conservation dans certaines situations cliniques de telle ou de telle dent. Alors, très rapidement, et ça me permet de vous répéter, de vous dire aujourd'hui que la mise en charge immédiate sur les full arch, c'est devenu une notion qui est parfaitement fondée sur la science. Et je voudrais, à cet égard, vous présenter cette patiente qui a reçu en 2001 ce concept de traitement que vous devez, je pense, presque tous connaître, sauf peut-être les plus jeunes, qui s'appelait le Brandmark Novum et qui consistait à installer à l'arcade inférieure 3 implants de diamètre 5 avec 2 barres en titane qui étaient préexistantes avant la mise en place des implants. Donc c'était un traitement qui était universel entre guillemets et qui nous permettait, dans une journée, donc c'était en 2000, donc vous voyez, il y a presque 25 ans,
qui nous permettait de traiter des patients en mise en charge immédiate dans un premier temps à l'arcade inférieure. Donc il se trouve que cette patiente, qui fait partie des 14 ou 15 patients que j'ai traités avec ce concept de traitement, je ne l'ai plus revue depuis que je l'avais équipée, donc c'était en 2001, me semble-t-il. Et donc, il y a quelques années, elle revient au cabinet, elle n'a jamais plus consulté qui que ce soit, et elle revient parce qu'en fait, elle voudrait avoir au maxillaire supérieur la même chose que le bas. Or, vous voyez que radiographiquement, ben, vous l'avez vu tout à l'heure, les implants se portent merveilleusement bien. Il y a qu'une chose qui s'est usée, c'est évidemment les dents en acrylique à l'arcade inférieure. Tout simplement parce qu'en haut, il y a un châssis qui ne tient plus parce que les dents sont en bout de course. Et évidemment, la première chose que nous allons refaire chez cette patiente qui présente de toute évidence une perte de dimension verticale, c'est de remonter des dents à l'arcade inférieure, ce que nous avons fait en une seule journée. C'est relativement facile. Et vous pouvez observer du côté gauche le contrôle de plaque quasi parfait que la patiente exerce sur la barre inférieure. Évidemment, au maxillaire supérieur, donc là vous voyez une vue clinique du maxillaire supérieur avec des problèmes de mycose évidemment qui sont très très importants. Il reste trois dents qui sont en bout de course. Vous allez voir ici quelques aperçus des coupes scanner et on se retrouve avec un maxillaire qui est excessivement atrophié. C'est peut-être ce cas est peut-être une indication de zygomatique, mais il n'y a pas que les zygomatiques et c'est vrai que la chirurgie était compliquée, mais on a utilisé des implants de 3,25 de diamètre après une ostéoectomie crestale pour retrouver de la largeur. Et nous avons pu, en une journée, avec des implants qui se croisent dans le secteur 2, équiper la patiente de ces implants donc à état de surface hybride et pour les deux distaux, angulés de 12 degrés au niveau des secteurs postérieurs. Vous voyez ici le contrôle radiographique après la mise en place du bridge provisoire. Donc, les fameux implants coaxis. Ici, après cicatrisation, on doit être à 4 mois post-op. La réalisation de la prothèse d'usage que vous voyez sur la diapo de droite et un comparatif entre le jour où la patiente est revenue 17 ans après l'installation du novum, le remontage des dents à l'arcade inférieure et la prothèse acrylique sur une barre en titane au niveau du maxillaire supérieur. J'ai revu cette patiente la semaine dernière. On est ici, je ne veux pas dire de bêtises, à 7 ans post-opératoire. Elle veut toujours pas qu'on lui extrait sa 47, mais elle m'a avoué l'autre jour que, bon, au prochain rendez-vous, elle m'accorderait le droit de lui faire une anesthésie pour enfin extraire cette 47 qui ne lui sert strictement à rien. Donc, on a ici un contrôle radiographique à 7 ans post-opératoire avec un maintien de l'os marginal qui est parfait et une belle réalisation fonctionnelle et esthétique au maxillaire supérieur qui va faire la course avec le Brandmark Novum qui a maintenant plus de 20 ans, on va dire 22 ou 23 ans. Donc en fait, la philosophie de traitement grâce à ces implants Southern, donc un choix chirurgical évidemment sans greffe, avec des implants de petit diamètre, mais qui restent de fabrication grade 4, donc une résistance mécanique qui est tout à fait impressionnante, et un choix chirurgical prophylactique avec une surface implantaire hybride, comme vous l'a exposé Florian tout à l'heure. Voilà, je précise, et ça c'est très très important pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est que ces implants coaxis nous permettent un torque de 35 newtons-centimètres sur les piliers angulés, et ceux qui sont utilisateurs de piliers angulés chez les édentés complets savent à quel point, on va dire, la grande majorité des problèmes biomécaniques interviennent sur le dévissage des piliers angulés qui ne se torquent qu'à 15 degrés. Un deuxième cas clinique, où là, de toute évidence, et il n'y a pas à hésiter une seconde, on est devant
une parodontite terminale avec des pertes d'attache considérables. Vous allez voir ici le sourire du patient, une perte de calage postérieur, des migrations secondaires. Ça, c'est le tableau clinique tout à fait classique. Voilà un patient qui est sur le point de prendre sa retraite et qui envisage un traitement esthétique et fonctionnel. Donc, en fait, c'est un patient qu'on a traité en 2 jours, hein, toujours pareil, les implants postérieurs, état de surface hybride, là, en l'occurrence, des coaxis de 24 degrés. Alors, vous allez me dire pourquoi que 4 implants, mais moi, je préfère en mettre 6 au maxillaire supérieur. Là, il y avait des impératifs économiques, donc évidemment qu'on adapte notre proposition thérapeutique aux moyens financiers du patient, mais il est clair que lorsque je peux en mettre 6 à l'arcade supérieure, c'est ce que je fais. N'en déplaise aux grands défenseurs du All-on-4, qui est une technique fiable, mais qui n'offre pas la même sécurité que le All-on-6. Donc, dans un premier temps, nous avons réalisé la chirurgie au maxillaire supérieur le jour de l'extraction avec un bridge provisoire totalement en acrylique, sans extension. Voilà. Et le jour suivant, nous avons réalisé l'extraction de toutes les dents mandibulaires avec une ostéoectomie crestale. Vous voyez qu'on a pris le soin de niveler la crête au niveau des sites d'extraction. On aurait pu, dans ce cas-là, envisager, compte tenu de la position du 5-3 relativement apical, peut-être un implant en place de 6 à droite, à gauche et de 7 à droite. Nous ne l'avons pas fait. C'est sûr que c'est pénalisant au niveau de la temporisation parce que les bridges provisoires euh, répondent je dirais, à une arcade raccourcie. Mais après, lorsque les prothèses d'usage sont réalisées, donc vous avez ici les restaurations provisoires à 4 mois post-op, et puis ici, les restaurations d'usage qui ont été réalisées par un de mes correspondants, le docteur Dominique Delorme. Donc vous voyez qu'on arrive à restaurer des arcades tout en étant raisonnable sur la quantité d'extension qui permettent aux patients de s'alimenter et de sourire de façon correcte. Vous avez ici le recul à 7 ans post-opératoire et des choses qui marchent parfaitement bien lorsque le rationnel est respecté et dans des indications où, évidemment, il serait illusoire de conserver des dents. On va passer donc à une situation, voilà, vous avez ici le avant-après à 7 ans. Voilà, donc vous imaginez bien que on a recréé une guidance, on a corrigé évidemment les rapports intermaxillaires. Et le patient est très observant dans ses visites de contrôle. Il est venu il y a 15 jours, je pense, et c'est mon autre collaborateur, le docteur Romain Bourrel, qui a reçu ce patient, qui lui a fait sa prophylaxie. J'en profite aussi pour vous dire que, évidemment, sur des patients comme ça qui sont porteurs de germes parodontaux, pour nous, le choix de l'implant hybride est primordial. Et c'est d'ailleurs le choix de l'essentiel de l'élite de la communauté de la dentisterie qui prône pour ces états de surface hybride qui nous permettraient au conditionnel de gérer de façon beaucoup plus sereine les problèmes qui n'interviennent qu'au bout de 10 ou de 15 ans. Je vais donc céder la parole à Victor pour vous parler d'une situation clinique qui, à mon avis, est beaucoup plus complexe. Et Victor, tu vas prendre la parole pour présenter cette patiente et expliquer aux gens qui participent à ce webinaire de quelle façon nous avons envisagé ce traitement hybride avec des dents et des implants. Voilà, Victor, la parole est à toi. Merci Jean-Pierre. Bonsoir à tout le monde. D'un point de vue technique, est-ce que pour que je prenne la main sur les diapos, vous voulez passer les diapos pour moi? Vas-y, vas-y. On va peut-être demander à Florian de... Alors attends, je vais arrêter de partager si j'arrive à trouver ma souris. Si vous y Florian, arrivez. oui, c'est toujours pareil, j'arrive pas à retrouver. Je l'arrête? Ouais, arrêtez. Comme ça, je partage mon Voilà, écran. comme ça, Victor partage son écran puisqu'on est
on n'est pas au même endroit. Tac. Voilà. Voilà. Est-ce que tout est bon? Impeccable. Très bien. Merci, merci beaucoup pour cette introduction. Pour le cas suivant que nous avons décidé de vous présenter avec Jean-Pierre, il s'agit cette fois-ci d'une approche combinée d'un cas qu'on peut considérer de complexe et qui concernera les dents et les implants. Donc, je vous présente cette patiente, Luminita, qui nous est adressée au cabinet par des amis de Jean-Pierre. Cette patiente habite la moitié de son temps chez son fils à Cognac et le reste du temps à New York. Ce qui fait de ce cas, déjà dans son approche, quelque chose de complexe puisqu'elle n'est vraiment pas à proximité du cabinet et ce qui va nous imposer une certaine rigueur dans la planification du traitement et la planification des différentes étapes, qu'elles soient chirurgicales ou prothétiques, dans un planning très précis et très restreint. Elle nous est adressée au cabinet avec comme motif de consultation simple le fait de pouvoir manger correctement à nouveau et de manière assez timide nous demande si elle peut, si on peut faire quelque chose pour son sourire parce que ça reste une patiente qui n'est pas très démonstrative mais qui reste très coquette. Donc elle est retraitée, n'a pas de considération de budget pour son traitement aucun antécédent ou traitement particulier, ce qui est bien pour nous. Et elle se retrouve aujourd'hui dans une situation bucco-dentaire qui la complexe réellement. Non pas, je pense, du fait qu'elle n'ait pas pris bien soin d'elle, mais qu'elle ait été mal soignée. Et elle se retrouve aujourd'hui dans une situation euh, qui amène son fils à nous l'envoyer pour prendre en charge de soins de sa mère. Voici la patiente. Donc, ce qui peut, d'un point de vue frontal, de prime abord, sauter aux yeux, c'est ce contexte de profil caractéristique des pertes de dimension verticale avec un affaissement du tiers inférieur de la face. On peut déjà deviner des usures marquées au niveau du secteur antérieur. Et si on s'approche un petit peu, bon, on a une ligne du sourire qui reste relativement basse, elle découvre peu, elle découvre pas au-dessus des collets, donc ça, ce qui est c'est une bonne chose pour nous dans la prise en charge d'une demande esthétique. Et si on devait caractériser eh bien, la, la hauteur des classes de son sourire, eh bien, on pourrait dire que là, on est entre la classe 3 et la classe 4. Donc, on a l'apparition des papilles lorsqu'elles sont présentes, mais pas au-delà des collets. D'un point de vue intraoral, en plongeant un peu plus dans le sujet, on retrouve donc ce contexte d'usure très marqué, avec ces secteurs édentés à la mandibule, en arrière des canines, des secteurs édentés et très résorbés. Donc, pour la petite histoire, des années auparavant, on lui avait, enfin, quand je dis on, pas nous, mais un praticien lui avait réalisé donc une prothèse partielle amovible à la mandibule et elle ne l'a jamais portée. Donc, c'est une patiente qui, et on le devine, a travaillé pendant de nombreuses années en bout à bout, avec de grosses contraintes en latéralité. Donc à gauche, on le voit au niveau de la 23 avec cette facette d'usure très marquée. Et à droite, ces latéralités qui se sont transmises à la fois sur cette canine, support d'un long bridge, on va le voir plus en détail sur les photos latérales, mais également sur ce cantilever, hein, sur cette incisive latérale qui est actuellement en porte-à-faux. Donc, on a un contexte d'usure très marqué, une patiente qui fonctionne en bout à bout et des secteurs mandibulaires très résorbés. Ce qui est très positif
et qui nous rend service, c'est que la patiente, là, comme vous pouvez le voir hein, lors de sa première consultation, présente un excellent contrôle de plaque. Elle présente même entre 32 et 33 des traces, on va dire, d'usure par un brossage limite traumatique. Donc, c'est un très bon point pour nous. Elle a d'une certaine manière un biotype relativement fin, mais qui est voilà, très bien brossé. Donc, sur les photos latérales, donc, on retrouve ces secteurs latéraux maxillaires qui ont compensé hein, cette absence d'antagoniste mandibulaire par ces égressions. Donc on devine déjà, on a une petite idée du diagnostic hein, au niveau de 16, au niveau de 17. Tandis que de l'autre côté, voilà, ben, vous pouvez apercevoir entre 25 et 26 à nouveau une trace de dermabrasion hein, par brossage traumatique. Donc cette patiente fonctionne en bout à bout. Elle a une perte de DVO par compensation avec ses secteurs postérieurs très résorbés. Une chose qui est positive aussi, et nous le rappellerons plus tard dans je dirais le choix pour le plan de traitement, c'est qu'elle ne présente aucune douleur particulière, aucune symptomatologie due à cette perte de DV. Donc on a un complexe, je dirais, musculo-articulaire qui s'est bien adapté dans le temps et qui fonctionne très bien. Et sa demande principale, c'est de retrouver une solution fixe. Elle ne veut plus de partiel amovible et voilà, sa principale demande est exclusivement fixe. Donc, on retrouve lors des photos occlusales, bon, rien de plus en détail, mis à part voilà, les surfaces occlusales et incisales abrasées qui révèlent ben, de larges usures où on a déjà bien atteint la dentine. Donc, notre plan de traitement, notre mode d'action, euh, vous pouvez le deviner déjà, impliquera le fait de devoir retrouver cette paire de substances et de réouvrir la dimension verticale d'occlusion euh, de cette patiente. Au niveau radiographique, ce qu'on peut voir, donc euh, très clairement, au niveau du secteur 1, on a des ligaments très élargis, donc témoins de l'activité fonctionnelle défaillante au niveau de ce secteur. Mis à part ce point-là, toutes ces dents, on va dire, qui n'ont pas été soignées, ne présentent pas de problème particulier. Il y a des soins assez douteux, mais dans l'ensemble, euh, si on parle d'un point de vue conservation, de nombreuses dents au maxillaire sont conservables, à la mandibule aussi. On rediscutera de tout ça dans un second temps. D'un point de vue paro, si on fait un petit focus sur le charting, ce qu'il faut retenir, bon, bien sûr, dans le secteur 1, la présence de ces mobilités témoins de cette je dirais sursollicitation occlusale lors de la fonction, euh, la présence de furcation, et on peut le souligner encore une fois, un relatif bon contrôle de plaque. Voici une synthèse de l'ensemble des points dentaires et endodontiques de la patiente, donc qui regroupe la présence de caries, la présence de dents soignées ou non, la présence d'érosion, d'usure, euh, et on va dire l'absence ou la présence de signes, euh, de signes de percussion, des signes de sensibilité. Ça nous permet de faire la synthèse avant de prendre une décision dans un plan de traitement avec une vision assez globale et complexe comme ici. Voilà, d'avoir euh, on va dire un panel d'informations qui puisse voilà, nous orienter dans le choix thérapeutique. Si l'on devait prendre, on va dire, dent par dent, un diagnostic de pré-traitement, voici tel qu'on l'a établi. Donc, à savoir envers les dents qui sont absolument conservables et sécures, sur lesquelles on peut compter euh, pour, euh,
pour un éventuel traitement en ayant cette vision strictement dent par dent, celles qui sont assez, je dirais, douteuses, donc qui nécessitent une réévaluation, et celles qui sont complètement non conservables, donc irrationnelles à traiter. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de doute, la 13 et la 16, support de ce bridge, sont absolument inconservables. À présent, une fois qu'on a fait le point dent par dent, il faut réfléchir à ouvrir un peu, élargir l'esprit et réfléchir à une solution pour un plan de traitement viable. Ici, bon, au maxillaire, il apparaît un peu plus simple qu'en bas. Dans le secteur 1, bon, on a la perte finalement de 1, 2, 3, 4, 5 dents. Bon, la 17 est douteuse. Il faudra voir l'intérêt d'une éventuelle conservation. Le reste de ces dents non traitées, à savoir de la 11 à la 28, 20, oui, 27 égressée, mésialée, pardon, sont conservables. Et la 24 sera réévaluée avec notre endodontiste, mais peut tout à fait faire partie de notre plan de traitement. Concernant le bas, plusieurs options de pistes de réflexion s'offrent à nous. La patiente désire une solution fixe. Si nous conservons donc, ces dents actuellement présentes dans le secteur antérieur incisif-mandibulaire, il nous faut absolument reconstruire les secteurs postérieurs. Qui dit reconstruction des secteurs postérieurs, dit ROG, dit bon, sans parler de comorbidité d'un grand nombre de chirurgies, dit quand même une situation de traitement assez complexe et longue pour une patiente qui, du fait de sa position géographique, veut un traitement assez immédiat et assez court dans le temps. Donc, après discussion avec la patiente et plusieurs options thérapeutiques présentées, Jean-Pierre vous parlera juste après de notre plan de traitement que nous avons retenu. Le voici. Est-ce que Jean-Pierre est dans les parages? Je suis là, Victor. Je Super. suis. Tu veux que j'enchaîne ou non? Mais Ah, vas-y. juste, si vous voulez présenter le plan de Non, mais traitement. vas-y, je reprendrai la parole après. Vas-y. Ça marche. Donc je continue. Donc voici le plan de traitement que nous avons choisi, à savoir avant toute chose, bien que la patiente présente un bon contrôle de plaque, pour revoir avec elle l'ensemble, on va dire, de ces procédures d'hygiène et comment les optimiser, un bon nettoyage en profondeur, une première phase dite de restauration, où on s'occupera de reprendre toutes les restaurations composites actuellement infiltrées, les petits débuts de caries interproximaux, reprendre bien évidemment le traitement de d'odontie de la 24 qui apparaît être conservable après consultation de notre spécialiste endodontiste avec laquelle nous travaillons et quasi exclusivement parce que nous ne faisons pas d'endo au cabinet. S'en suivra une phase, une fois que toutes les dents sont sécurisées, dite de pré-reconstruction, phase pendant laquelle nous allons parler un peu plus diagnostic avec la patiente. Nous allons évaluer, en fonction de la perte de substance, la quantité de dimension verticale à retrouver. Et donc, et c'est intimement lié, parler d'esthétique avec un premier design, on va dire, en 2D, puis en 3D via un wax-up diagnostic qui pourra être mis en place et rendu, je dirais, physique avec la phase de mock-up. Une fois que l'ensemble de cette phase sera validé avec la patiente, on pourra prévoir, on va dire, la phase de traitement assez intense parce elle s'est déroulée finalement en 3 jours, du moins pour la première phase chirurgicale et prothétique immédiate, qui sera donc finalement à l'arcade supérieure un bridge sur un plan de la 12 à la 17 et on va dire des restaurations dentaires unitaires sur tout le secteur 2 et la 11. Voilà pour la prise en charge, on va dire, hybride de ce maxillaire, à la fois dentaire et implantaire.
Et pour l'arcade inférieure, on a fait le choix, le docteur Gardella s'est donc tourné vers une solution de Holland-Fort, une solution interforaminale, donc comme vous l'avez vu, et la patiente, après réflexion, n'a pas souhaité de chirurgie supplémentaire, de reconstruction des secteurs postérieurs pour au final conserver des dents, conserver le secteur mandibulaire. Donc, on part sur une solution implantaire directe, Holland-Fort, bien éprouvée, comme le docteur Gardella l'a dit auparavant. Un bridge immédiat, puis définitif, qui sera vu selon le modèle FP1, et une gouttière de type Michigan, une gouttière nocturne de désocclusion pour, on va dire, sécuriser l'ensemble. S'en suivra bien sûr ensuite une phase de maintenance régulière qui, dans son cas, dans un premier temps, sera biannuelle, puis annuelle selon les disponibilités de la patiente. Donc le traitement, comme tout traitement, débute par des empreintes numériques initiales. Comme vous l'avez compris, c'est un traitement qui se voudra essentiellement, je dirais, digital, avec certaines phases qui seront réalisées en concomitance, en analogique. Donc vous allez voir un mélange de deux approches selon les étapes du traitement. Ces premières empreintes nous permettent de réaliser des modèles d'études et nous arrivons à la phase de diagnostic de la DV. Donc ici, nous avons réalisé ce qu'on appelle donc une jig de Lucia modifiée. Donc c'est une sorte de butée antérieure, une cale ici en duralé, avec une pente unique qui est, on va dire, parallèle au plan d'occlusion de la patiente, donc qui s'en approche au moins du plan d'occlusion voulu, même si là, dans ce cas-là, il est un peu perturbé dans, à l'instant du traitement. Rappelez absolument que la patiente ne présente aucune pathologie articulaire et aucune douleur, aucune déviation particulière à l'ouverture ni de symptômes relatifs à cette, je dirais, perte de substance. Donc, simplement, voilà, cette cale qui nous permet, avec cette pente et ce contact unique, de retrouver en relation centrée et d'ouvrir d'ouvrir l'occlusion de la hauteur qui nous semble être la bonne. Je dis qui nous semble parce que quand on fait un bref calcul, bon, le recouvrement de la DV est, on va dire, est soumis à plein de techniques différentes. De combien dois-je ouvrir, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Dans ce cas-là, on a pris comme base le fait qu'elle ait perdu au moins 2 millimètres à la mandibule et au moins la même chose au maxillaire. Donc, on est sur une base d'augmentation de dimension verticale de 3 à 4. Donc, reproductible grâce à cette petite cale. Et une fois qu'on tombe donc, sur cette RC reproductible, enregistrement avec la caméra, et on a cette base d'occlusion qui nous permet de réaliser nos prochains projets. Entre-temps, avant, je dirais, de débuter l'activité de WhatsApp avec le laboratoire, on fait un bref point esthétique avec la patiente. On fait des premiers dessins en 2 dimensions, ici avec le logiciel SmileCloud, pour et commencer voilà, à discuter d'esthétique, à commencer à apprivoiser entre guillemets, la patiente sur sa demande précise. Finalement, ici, c'est pas une patiente qui avait une exigence en termes d'esthétique très pointue. Elle voulait simplement quelque chose de très clair, de très blanc, à l'américaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle vit quand même la moitié de l'année à New York. Donc on est parti sur quelque chose d'assez féminin en redonnant du volume, du galbe, et en essayant de partir sur des proportions qu'elle présentait déjà initialement. Donc l'enregistrement avec notre cale, c'est passé un peu trop vite, l'enregistrement avec notre cale euh, nous permet de faire réaliser avec le laboratoire un premier wax-up digital, ici voilà, qui est réalisé sur le logiciel Exocad et qui nous permettra de guider notre première phase de traitement.
Voici donc les modèles waxés imprimés avec la clé en silicone qui permet de rendre ce projet, je dirais, réel en bouche pour pouvoir en discuter avec la patiente. Et une fois que toutes les choses sont validées, en termes d'esthétique uniquement, en termes de forme et de volume, parce qu'ici on ne peut pas trop se fier à la teinte, on peut prendre cette base pour passer à la suite. Et je dirais ici à la suite chirurgicale et la prise en charge dans un premier temps de l'arcade inférieure euh, lors de sa venue du premier jour. Donc ici, vous voyez que sur le logiciel donc SmileCloud ont été matchés et alignés les différents fichiers, donc le DICOM du CBCT, le WaxUp, issu donc du fichier STL de Exocad, le guide chirurgical designé sur SMOP et les quatre implants posés en position donc symphysaire interforaminale. Donc vous notez ici, mais on fera le point plus précis sur le choix d'implants utilisés après. Donc, mais on peut déjà deviner deux implants coaxis angulés en position distale et deux implants de petit diamètre dans le secteur antérieur au niveau de 32 et 42. Et Jean-Pierre vous détaillera plus en détail on va dire, le choix. Et je pense qu'il peut, s'il veut le faire dès maintenant avec la partie chirurgicale. Eh bien, on va parler donc de la partie chirurgicale. Tu l'as parfaitement expliqué. Je rajouterai simplement que dans le choix du All-on-4 en bas, comme tu l'as dit, mais j'aimerais quand même apporter des précisions sur l'alternative thérapeutique qui aurait consisté à reconstruire les secteurs postérieurs, à la fois dans les dimensions horizontales et verticales. Donc, ça sous-entend, lorsqu'on fait de la reconstruction verticale, des temps de cicatrisation qui sont de l'ordre de 10 à 12 mois. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a quasiment plus de tissu kératinisé au niveau des secteurs postérieurs. Donc, il y a la longueur de la cicatrisation, la nécessité d'utiliser des membranes non résorbables, avec un risque d'exposition qui n'est pas négligeable et un nombre d'interventions relativement important, au moins trois si ce n'est quatre. Donc tout ça a fait, comme tu l'as parfaitement expliqué tout à l'heure, pencher la balance sur une solution, je vais dire, plus simple, moins conservatrice, puisqu'on l'a vu, certaines dents auraient été conservables dans le secteur antérieur mandibulaire. Bon, ceci étant dit, on passe donc le premier jour. Victor vous a dit que on avait réalisé la temporisation complète de la patiente en 2 jours et demi. Donc, au milieu du troisième jour, la patiente devrait pouvoir sourire dans de bien et mastiquer dans de bien meilleures conditions. Donc ici, le guide SMOP, qui est un guide, vous allez le voir, à appui dentaire avec une clavette dans la région symphysaire. On a, et vous devez tous le savoir, décidé de réaliser tout d'abord l'extraction des quatre incisives, de conserver les canines qui vont être excessivement utiles pour le match des fichiers, parce que le problème chez les dentés complets, c'est la difficulté à matcher les différents fichiers pour la réalisation du provisoire lorsqu'on travaille en digital. Donc on a conservé ces canines sur lesquelles s'appuie le guide étant ensuite fixé dans la région, dans le plan sagittal médian avec cette clavette. Et puis, vous voyez qu'on a fait le choix de faire deux flaps postérieurs pour essayer, dans la mesure du possible, de préserver le peu de tissu kératinisé, on en reparlera tout à l'heure, que la patiente présente dans les secteurs latéraux. Donc, chirurgie semi-guidée sous-entend l'utilisation d'un forêt de 2 mm qui va être choisi en fonction de l'offset donné par le fabricant du guide. Donc on a positionné, comme Victor vous l'a expliqué, deux implants coaxis de diamètre 4 et de 24 degrés d'angulation dans les secteurs postérieurs, et deux implants de diamètre 3,25 dans le secteur antérieur,
Les quatre implants étant évidemment équipés de piliers multi-unités droits, tous torqués à 35 newtons. On a une excellente stabilité primaire des quatre implants. Et donc, vous voyez qu'on va prendre l'empreinte avec les scan bodies canines en place. Vous voyez la vue vestibulaire et la vue occlusale, en étant évidemment conforme à notre projet, à notre planification. Voici les empreintes qui vont être évidemment envoyées au laboratoire et qui va reporter, grâce à ce que vous voyez en haut à gauche, à droite, pardon, ce wax-up initial pour la fabrication du bridge provisoire que nous allons mettre le premier soir. Voici le bridge provisoire. Alors ne me demandez pas pourquoi le labo a rajouté ce fil de renfort. À mon avis, ça sert strictement à rien. Il est parfois difficile de lutter contre les habitudes d'un laboratoire. Bon, je ne pense pas que ce soit très très pénalisant. Vous voyez que on n'a pas réalisé, pardon, d'extension sur ce bridge provisoire. Tu peux passer et voici d'autres vues avec les T-bases. Ça, c'est toujours très très important. Et le premier jour, l'installation du bridge provisoire full PMMA sur des T-bases torquées à 15 newtons, qui est le couple de serrage indiqué pour les piliers multi-unités. Le contrôle radiographique immédiatement après la chirurgie, où on voit très bien le platform switching au niveau des régions postérieures des implants coaxis et cette répartition assez homogène des implants dans la région interforaminale. Nous allons le lendemain matin, et vous avez ici le match des différents fichiers et la configuration de ce guide donc de chirurgie semi-guidée ou maxillaire supérieure, avec la planification de quatre implants. Ici, ce sont des implants Deep Conical de 4 et de 3,5 de diamètre au niveau de latéral, de première, deuxième prémolaire et de première molaire. Vous verrez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut toujours garder une porte de sortie. Tu peux passer, vous allez comprendre pourquoi. Voilà le guide. Alors, vous voyez que ce guide, il est à la fois appui palatin, appui dentaire sur les dents qu'on conserve en haut à gauche et la clavette qui va être positionnée entre l'implant 12 et l'implant 14. Tu peux passer. Notre chirurgie commence euh, évidemment par l'extraction des dents. On s'est d'ailleurs aperçu lors de l'extraction de la canine qu'elle présentait une fêlure qui était tout à fait en corrélation avec l'état des lieux que vous a montré Victor, cette dent-là avec un poste qui subissait des efforts relativement importants. Et puis, nous avions dans l'idée d'éviter évidemment tout effondrement important au niveau de la canine afin de pouvoir concevoir un bridge implantoporté dans des meilleures conditions prophylactiques. Donc, notre chirurgie a également commencé par un distal wedge. Donc, vous voyez, avec des incisions en H qui nous a permis, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, de prélever ce superbe greffon épithélio-conjonctif en distal de la 7. Vas-y, tu peux passer, Victor. Donc, le guide en place, la clavette, appui palatin, dentaire plus clavette, le forêt pilote. Donc, il va nous donner les directions des différents implants conformément à notre projet, c'est-à-dire au wax-up, puis au guide chirurgical. Tu peux passer. Donc, on a fait flapless, on a réalisé une petite ostéoectomie avec une fraise boule diamantée en site de 12 pour être sûr d'avoir un positionnement cristal correct par rapport à la JEC de la dent 11 que nous allons conserver. Tu peux passer. Voilà, indicateur en place après l'utilisation du pilote, après la dépose du guide, installation de l'implant 12, excellente stabilité primaire, le même petit emporte-tissu mou pour le site de la 14, tu peux passer.
l'installation de l'implant 14 puis de l'implant 15 avec une excellente stabilité primaire et le dernier implant, malheureusement, avec une stabilité inférieure pardon, à 20 newtons. Donc, sur cet implant 17 que nous avons équipé immédiatement d'un pilier de cicatrisation, nous avons donc décidé de ne pas inclure cet implant-là dans la phase de temporisation et nous avons pris la décision d'utiliser le septum que nous avions parfaitement préservé lors de la séparation radiculaire de la 16 pour rajouter un implant 16 avec une excellente stabilité primaire. Vous voyez ici, en vue occlusale, non seulement la connexion des quatre piliers multi-unités, mais le comblement de l'alvéole de la 13 avec une xénogreffe, tu peux passer, et l'utilisation de notre greffon épithélio-conjonctif en inlay-onlay de façon à réserver une préservation de l'alvéole et le scellement de cet alvéole avec le greffon muqueux suture PGA 6.0. Tu peux passer Victor. Voici la radio immédiatement post-opératoire. Donc, vous voyez qu'on a dérogé à notre projet initial en neutralisant l'implant 17 compte tenu de sa faible stabilité primaire et en équipant, en rajoutant un implant 16 qui, lui, a été évidemment connecté à un pilier multi-unité. Donc, prise d'empreinte avec le mock-up en place. Donc, on avait besoin. Faire la parole, cher Jean-Pierre. Ah ben, vas-y, reprends la parole, Victor. Donc, fin de la chirurgie, donc le lendemain du premier jour, donc second jour de chirurgie, fin de matinée, mise en place pour garder les repères du projet du mock-up sur la partie 11 à 27, prise d'empreinte avec ce mock-up en place en occlusion, ce qui nous permet donc, lors du deuxième jour, dans l'après-midi, de recevoir le bridge implantoporté de la 12 à la 16 sont le même procédé de fabrication que le bridge temporaire mandibulaire, à savoir full PMMA, T-base et un renfort à la fois encore à nouveau discutable, mais qui est présent ici. Donc, une fois que ce bridge est mis en place, il me permet donc de retrouver à nouveau des repères entre le secteur 1 et le secteur 4. Euh, et donc, il me permet de réaliser les préparations de 11 à 26 selon le projet, donc de manière minimalement invasive. Donc, rappeler que toutes les dents sont vitales, donc avec un complexe pulpaire lié à l'âge de la patiente, très rétracté, avec aucune symptomatologie ou sensibilité particulière. Mais tout de même, on respecte le maximum de tissu dentaire. On part sur des restaurations qui seront en zircone, donc avec un besoin de faible épaisseur. Donc, je calibre mes préparations pour rester le moins mutilant possible. Et après emprunte la fin du second jour, nous voilà donc le troisième jour en fin de matinée avec la temporisation haut et bas mise en place. Donc à ce stade-là, la patiente peut repartir tranquillement pour New York pour de nombreuses semaines de cicatrisation. Donc voici le- on va dire le contrôle avec les deux bridges provisoires en place et les dents préparées avec leur provisoire. Donc, à ce stade-là, la patiente, la prochaine étape du traitement, donc c'est la prise en charge de sa 24, donc du retraitement de sa reconstitution pour la préparer aux restaurations définitives. Donc, voici le traitement endodontique réalisé par notre consoeur spécialiste. Je revois la patiente le jour même lorsqu'elle sort de son retraitement. Je reconstitue la dent de manière directe parce que la présence d'assez de férules me le permet. Voici donc la radio post-opératoire. Rebasage du bridge provisoire dessus. Et nous sommes voilà, à l'issue ici en haut des 3 jours. Et voilà la patiente, on va dire, avant le début de son traitement et 3 jours après. Donc, elle peut
tranquillement partir rejoindre son fils et nous la revoyons en contrôle un mois après lors de ces photographies. Voilà la situation après un mois. Donc on a une patiente qui, si je peux me permettre, Jean-Pierre, qui présente un potentiel de cicatrisation remarquable parce qu'on a une cicatrisation muqueuse et je dirais surtout dans le secteur 1 où c'était pas gagné, qui est superbe. Voilà la cicatrisation dans les secteurs latéraux. Et vous voyez que dans le secteur 1, là où Jean-Pierre avait, dans un premier temps, j'allais dire, évité de planifier un implant euh, compte tenu de l'état très dégradé du parodonte, avec cette furcation et cette absence de ces grandes récessions et cette absence de tissu kératinisé, et bien finalement la patiente présente à un mois une cicatrisation remarquable au niveau du péri-implant 16. Voici les photos occlusales et voici la situation avant-après à un mois. Donc nous en sommes ici à un mois. Voici donc on va dire les prévisualisations de notre projet de départ. La réévaluation esthétique nous amène à repenser un petit peu les choses. En effet, en reprenant des photos à un mois, en demandant à la patiente de sourire, parce que lors des conditions, je dirais, immédiates, directes post-opératoires, même le lendemain, les tissus sont encore toujours relativement démaciés, les anesthésies assez conséquentes persistent. Il y a plein de détails et de points sur lesquels on va dire, on passe à côté, hein, clairement. Et le fait de revoir la patiente à réévaluation à un mois nous permet de mettre en évidence certains points esthétiques que la patiente n'avait pas remarqué, bien sûr, mais qui nous sautent aux yeux, nous, en tant que praticiens. C'est ce décalage au niveau interincisif de 11 et 21 et cette inclinaison du niveau interincisif que nous allons devoir recorriger pour la phase définitive, bien entendu. Donc, on reprend notre dessin en 2D. Jean-Pierre en profite pour contrôler, on va dire, toute la stabilité des multi-units sous les bridges. Donc ici, à 35 newtons, y compris les piliers distaux qui sont sur donc des coaxes angulés. Et ici, est-ce que Jean-Pierre, vous voulez... Bon, je peux reprendre Moi la parole si Ouais, tu veux. dis-moi Donc tout. alors, pourquoi repasser en analogique? Bon, d'abord, je vais vous le dire dans quelques instants, mais fort de mon expérience ces dernières années, en fait, on s'est aperçu que on n'avait quasiment pas de moyen de valider une empreinte numérique sur un full arch, avec notamment dans la composante Y des distorsions relativement importantes. Je citerai dans quelques instants un certain nombre de références bibliographiques qui nous permettent de dire aujourd'hui, et je vous invite à jeter un œil sur les revues de littérature, que la technique d'empreinte vraisemblablement la plus fiable pour les full arch reste encore aujourd'hui la méthode analogique, que ce soit des empreintes au plâtre ou des empreintes à l'imprégnum validées par une clé en plâtre. Juste un détail, pourquoi ici solidariser les transferts? Je le fais systématiquement lorsqu'il y a une divergence entre les implants. Et il y a pas mal d'études dans la littérature qui montrent que la solidarisation des transferts, lorsque les implants ne sont pas strictement parallèles, enfin, permet une précision beaucoup plus accrue que si on ne solidarise pas les transferts. Tu peux passer juste un clin d'œil à la littérature, donc avec des choses qui sont excessivement en vogue aujourd'hui, notamment la photogrammétrie, le scanner intraoral ou les techniques conventionnelles. Là aussi, les dernières revues de littérature et les méta-analyses sont quand même assez partagées sur
l'avantage d'une technique par rapport à une autre. Et que dans la plupart des papiers, ben, c'est la méthode conventionnelle qui donne encore aujourd'hui les meilleurs résultats. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rangés à cette démarche analogique concernant la réalisation du bridge mandibulaire. On est ici à 3 mois, donc un porte-empreinte ouvert. Tu peux passer des empreintes donc réalisées à l'imprégomme. On check évidemment la validité de ces empreintes en installant nous-mêmes avec une pince contre-couple les répliques dans les transferts. Tu peux passer. Voici donc le modèle de travail à droite qui va servir à la réalisation de la clé en plâtre. Tu peux passer la fameuse clé en plâtre qui ne cède pas lors de l'essayage en bouche, donc qui va nous permettre, tu peux passer à la suivante, de faire ce qu'on appelle un montage croisé, c'est-à-dire d'utiliser le provisoire du bas pour transférer le modèle de travail. Et puis là, on est en analogique, mais en fait, il va y avoir, passe d'une, Victor, s'il te plaît, le transfert de notre wax-up sur le modèle de travail pour réaliser le bridge. Donc, on est dans une technique mixte où l'empreinte est prise de façon analogique et le transfert du wax-up va se faire sur le modèle analogique au laboratoire. Donc, usinage d'une barre en titane avec des dents acryliques qui sont wrap-around, c'est-à-dire que on a très peu de hauteur prothétique chez cette patiente et pour des questions de fiabilité, on va évidemment prolonger toute la phase cosmétique acrylique tout autour de la barre en titane. Tu peux passer. Voici différentes vues du bridge. Ici, le contrôle radiographique avec donc ces extensions à droite et à gauche et qui nous permet également de voir qu'au maxillaire supérieur, tout se passe relativement bien. Je te redonne la parole, Victor. Merci Jean-Pierre. Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons commencé donc par la réhabilitation mandibulaire en premier. C'est une certaine logique aussi par rapport aux contraintes d'ostéo-intégration et de la superbe, je dirais, euh, euh, du superbe couple de serrage obtenu dans les conditions chez lesquelles qui nous permettait donc à 3 mois d'envisager déjà de commencer euh, la restauration définitive. Donc une fois que le bridge du bas est en place et que nous avons un antagoniste de référence, on peut s'attaquer à l'arcade maxillaire où vous retrouvez ici euh, une chronologie de ce qui a été effectué donc, depuis le départ jusqu'à ces 3 mois après la restauration définitive du bas. Donc, vous pouvez voir, comme on l'a dit précédemment, la superbe cicatrisation muqueuse de la patiente avec des tissus kératinisés en quantité et en épaisseur super satisfaisante. Donc, nous allons commencer à préparer, je dirais, le terrain pour la restauration finale. Ici, vous voyez qu'on a eu à l'endroit où Jean-Pierre a fait son comblement en place de canine, une superbe, je dirais, cicatrisation euh, en, en horizontal et en vertical. Et pour obtenir un profil eh bien, conforme et biomimétique à un profil canin, il faut un petit peu retravailler euh, l'environnement muqueux à cet endroit-là. Donc, plutôt que de réaliser une gingivectomie, d'enlever des tissus pour venir, je dirais, euh, euh, maintenir un niveau assez haut propre au collet d'une canine, eh bien, on va simplement venir faire une incision arciforme, comme vous le voyez ici, et venir déplacer les tissus en venant, je dirais, faire pénétrer la partie transgingivale du pontique et repousser de manière apicale les tissus. Donc ici, vous avez l'incision, vous avez le travail au composite fluide de l'inter du pontique et de manière graduelle, vous venez comprimer
dans cet espace créé par l'incision en venant en repoussant les tissus de manière apicale jusqu'à ce que vous ayez une situation idéale et conforme à la situation muqueuse d'une canine. Donc voici à 5 mois la situation créée par donc, la modification du bridge au niveau canin. À 5 mois, l'ostéo-intégration nous permet d'envisager de commencer, de débuter la restauration définitive. Donc ici, contrairement au bas, nous faisons je dirais une approche essentiellement digitale, mais vous verrez que elle ne sera pas sans surprise. Donc voici l'empreinte qualifiée de biocopie, donc de la situation initiale actuelle, avec les solutions temporaires au maxillaire et la solution définitive en bas. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin de retravailler la partie esthétique du maxillaire. Donc, je vais demander au laboratoire, une fois donc, avoir préparé les dents et pris les empreintes. Donc, vous voyez qu'ici, dans un premier temps, donc j'ai fait une première partie de l'empreinte en conservant le bridge implantoporté dans le secteur 1 pour garder une référence au niveau de l'occlusion. Préparation et empreinte de 11 à 27. Et ensuite, nouvelle empreinte en enlevant donc, le bridge implantoporté et en réalisant la suite de l'empreinte avec l'ensemble des scan body. Donc, de cette manière-là, le prothésiste, le laboratoire, garde toujours des repères et peut toujours faire matcher les fichiers entre eux, entre le premier fichier que vous voyez à gauche avec les repères d'occlusion, puis ceux avec les scans body. Donc, ce qui permettra de faire je dirais, un travail quasiment de full arch finalement, à la fois dento et implanto porté. Donc, un bref rappel de la situation, je dirais, esthétique après la réévaluation. Donc, on a ce premier wax-up qui apparaît en blanc avec cette déviation du milieu interincisif 11-21 et le deuxième wax-up qui apparaît en bleu, retravaillé et qui permet de retrouver une harmonie entre ces deux centrales. Donc, voici, avant la réalisation des, des restaurations définitives, un projet ici confectionné avec une résine imprimée en 3D. Donc, voici l'essayage du projet. Donc, pour des raisons de solidité, la partie dentoportée est solidarisée. Et vous faites un essai conventionnel, donc vissage des parties implantoportées, essayage au niveau esthétique et au niveau aussi de l'occlusion. Vous faites je dirais, un essayage en conditions normales. Donc, on a, d'un point de vue esthétique, des proportions au niveau incisif qui sont retrouvées. On a rééquilibré ce milieu interincisif. Et à ce moment-là, la patiente qui nous dit, en voyant les photos et en lui demandant son avis, la patiente qui nous dit, moi en tout cas, la teinte comme ça, c'est parfait. Donc on se regarde avec Jean-Pierre, on se dit, bon, c'est vrai que bon, ça fait un peu blanc, madame, on lui dit quand même, hein. Mais bon, on prend en compte vos doléances, on va trouver un terrain d'entente, mais on ne vous garantit pas que vous allez repartir avec quelque chose d'aussi blanc, même si ça aurait été peut-être bien accueilli aux États-Unis. Donc une fois que tout est revalidé en termes de fonction et d'esthétique, ici vous voyez le récapitulatif entre le premier et le second wax. D'où l'importance toujours de faire des photos, d'avoir un minimum, je dirais, sans avoir un studio photo des plus développés, mais avoir le strict minimum pour faire des photos portraits orthogonales dans l'axe qui vous permettent d'analyser les choses et d'anticiper, tel a été le cas ici, des petites mésaventures. Donc voici l'empreinte en biocopie, une fois que tout est validé d'un point de vue esthétique et fonctionnel et en termes d'occlusion, donc statique et dynamique. On scanne tout ça, le haut, le bas, et on envoie au laboratoire qui nous réalise ici ces magnifiques restaurations donc, en zircone, multicouches, stratifiées uniquement de la 5 à la 5, sauf le petit problème, c'est que malgré l'ensemble on va dire, de la documentation et des discussions avec le laboratoire pour essayer de penser aux moindres petits détails, et parfois on oublie
de spécifier l'essentiel, à savoir eh bien, la nature unitaire ou solidarisée du laboratoire, du travail. Et ici, le laboratoire, mais en l'absence d'indication, bon, certes, il aurait pu me demander validation avant de réaliser un si gros travail, mais à réaliser ben, tel que le projet imprimé l'avait été, à savoir tout solidariser. Euh, alors, d'un point de vue, je dirais, pratique, c'est sûr que là, le travail est facilité. Vous avez une insertion unique, une facilité de mise en œuvre, pas de point de contact. Sauf que dans un cas comme celui-ci, où nous avons conservé toutes les dents vivantes dessous, avec également un retraitement endodontique qui a été réalisé dans on va dire des conditions optimales, mais qui sera à surveiller dans le temps, on ne peut pas se permettre d'avoir une pièce de zircone unique qui compliquerait toute intervention future. Donc, on a tout de même fait l'essayage, on a validé l'esthétique, on a profité pour contrôler, je dirais, tout ce qui est ajustage radiographique. On a validé la teinte avec la patiente. Bref, on a validé l'ensemble des critères sans l'assemblage. Donc voici la petite mésaventure liée à la prise d'empreinte en full arch de l'ensemble des restaurations du maxillaire. Donc comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure avec les revues de littérature, je pense que ce qui est applicable à des éléments, je dirais, sur des scans body, l'est aussi sur des éléments dentaires. Si vous, dentaires et implantaires. Si vous prenez une empreinte complète, même si les éléments scannés sont relativement proches, même plus l'étendue est grande, plus le risque d'erreur est grand. Et ici, vous voyez sur le modèle, on a des points de contact tout à fait corrects et en bouche, un vrai décalage entre la partie implanto-portée et la partie dentoportée. On valide tout de même, comme je l'ai dit, donc radiographiquement l'ajustage de l'ensemble des restaurations, qui est très satisfaisante. Donc, on valide à nouveau l'esthétique avec les photos, vérifier qu'on est concordant en termes d'harmonie avec le projet que nous avions essayé. Donc, vous voyez qu'on reste quand même en termes de teinte, on a fait un grand pas vers la patiente. Donc, finalement, pour résumer les choses, voilà, l'absence, on va dire, de communication. Alors, je dirais pas l'absence, mais le manque d'un petit peu de communication a suffi sur des points qui nous semblent évidents à avoir quelques écueils. On a l'imprécision de l'empreinte full arch, qu'elle soit dento et implantoportée. Ça nous a permis tout de même de valider l'ensemble de l'esthétique et de l'adaptation de toutes les pièces. Et on va retourner à une phase conventionnelle. Pas de souci dans ces cas-là, on a des solutions. Donc, je fais une empreinte de position de l'ensemble. Je me sers des éléments distaux implantaires pour faire une sorte de transfert et j'embarque toutes les restaurations zircon ensemble. On recoule un mètre modèle et le laboratoire réalise à nouveau les éléments dentaires de manière unitaire en gardant toutes les données en termes de teinte, en termes de précision, en termes d'ajustage, etc. Donc voici le nouveau travail qui est donc délivré quelques semaines après. Ici, donc réalisé par le laboratoire Gilles Philippe à Marseille. Donc monolithique, multicouche de partout, sauf de 5 à 5, où on a un cutback vestibulaire avec stratification d'une céramique fluorapatite basse fusion spécifique, hein, de chez Ivoclar, spécifique pour ce type de travail, spécifique à la stratification d'armatures zircone ou disilicates de lithium. Voici donc le jour de l'assemblage. 15 newtons pour la partie implantoportée, Opanavia pour la partie dentoportée. Nous voici juste après l'assemblage avec les empreintes avant-après, et après les réglages de l'occlusion, bien sûr. Indispensable la réalisation donc de cette gouttière de type Michigan, ici réalisée en impression 3D, port nocturne. Voici la situation après un an. Donc on voit toujours hein,
la patiente qui a ce superbe potentiel de cicatrisation et ces tissus qui sont venus parfaitement épouser la zircone à tout point de vue, hein, que ce soit au niveau dentaire ou au niveau périimplantaire, hein, comme vous pouvez le voir sur ces vues latérales. La patiente qui a toujours un super contrôle de plaque. Voici le rendu occlusal. Et voici la situation radiographique à un an. Voici la situation avant et après à un an. Et surtout, voilà, on retrouve une patiente qui ne cesse de nous dire que sa vie a changé. Il n'y a rien de plus, qu'il y a rien de plus, qu'il y a rien de plus satisfaisant, hein, pour nous. C'est voilà, cette patiente qui sourit à nouveau à pleines dents et qui remange tout ce qu'elle veut et qui est parfaitement voilà, conquise par la teinte de son nouveau sourire étincelant. Et voici les vues finales après 2 ans et demi où l'aspect et l'environnement ostéomuqueux s'est bonifié avec le temps et on peut voir ça au niveau de ces tissus, c'est magnifique. Voici le bilan radiographique final et la situation finale après 2 ans et demi après notre traitement initial. Est-ce que Jean-Pierre, vous voulez un dernier Ouais, mot pour conclure? ouais, je peux peut-être conclure en reprenant ben, les paroles j'allais dire, du pape du numérique, c'est-à-dire euh, Christian Kochman, qui met en évidence que cet outil numérique aujourd'hui, il est globalement très satisfaisant, d'autant que à n'importe quel moment du plan de traitement, on est en mesure, comme on l'a vu, de par la petite erreur que nous avions commise au départ sur le premier wax-up, de cette divergence du point interincisif, de la ligne interincisif entre 11 et 21, c'est évidemment, il est évidemment facile, comme tu lui disais tout à l'heure, je dirais, de corriger le tir simplement en prenant le temps de réévaluer pour passer de quelque chose qui serait moyen à quelque chose qui est parfaitement intégré, accepté par la patiente. Donc, ben, ce qu'on faisait de façon analogique il y a quelques années est encore plus facile aujourd'hui grâce à l'outil digital. Et je voudrais souligner, comme je le disais dans mon introduction tout à l'heure, le fait que, il y a quand même bien des situations aujourd'hui où l'implant nous aide, mais c'est quand même bien de garder des dents lorsqu'on peut le faire dans de bonnes conditions. Il ne faut pas oublier que la proprioception, c'est quelque chose de fondamental dans l'appareil, le fonctionnement de l'appareil manducateur et que le fait de vouloir, non pas à tout prix, mais lorsque c'est bien indiqué, conserver ses organes dentaires naturels, je pense est une embellie sur le plan du fonctionnement et une embellie dans cette tendance minimalement invasive de la dentisterie moderne. Voilà, je pense qu'on peut conclure comme ça. En vous disant qu'il n'y a pas que du Holland-Fort. Le Holland-Fort, c'est bien, on vient de le voir à travers ce cas clinique. Mais que voilà, il y a des situations pour lesquelles cela vaut le coup de réfléchir et d'envisager un traitement global incluant des implants et des dents aussi. Voilà, c'est la conclusion de ce soir. Florian, je vous recède la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Oui, Jean-Pierre ravi d'y répondre. et Victor, pour votre présentation. Pour l'instant, je n'ai pas vu de questions. Je me serais permis de vous les poser pendant la présentation. Je pense que vous avez été assez clair et limpide dans vos présentations respectives et sur le sujet.
Je laisse peut-être, on va dire, quelques secondes encore pour ceux qui voudraient poser une question sur les cas qui ont été présentés par les docteurs Gardella et Priol. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée dans ce cas-là, dans cette situation, la dernière situation clinique, c'est la mise en charge immédiate sur des implants dans un secteur unilatéral, parce que c'est quand même important, hein. Je pense qu'aujourd'hui, là aussi, la science, il faut que la science apporte ses preuves. Je sais qu'au cabinet, on n'hésite pas, dans certaines situations, à mettre en charge des implants, même s'ils ne sont pas distribués sur une arcade complète. Donc ça, c'est un point qui me paraît être important, à ne pas mettre et à ne pas indiquer dans n'importe quelle condition. Évidemment, la stabilité primaire, c'est important, mais le profil biologique du patient l'est encore plus. Le contrôle de plaque du patient est aussi un facteur décisionnel sur cette éventualité thérapeutique. Bon, il n'y a qu'une chose qu'on peut regretter dans la dernière situation clinique, c'est qu'elle a un implant en trop. Parce qu'une fois qu'on avait posé le 17 qui n'était pas stable, on a oublié de le préciser, mais au bout de 5 mois, l'implant 17 qui était initialement stabilisé à moins de 20 newtons centimètre était parfaitement fonctionnel, ce qui montre une fois de plus que le discours restrictif qui consiste à dire ah moi je torque à 100 newtons et j'ai zéro problème, ben c'est pas vraiment ça la dentisterie, c'est pas vraiment ça l'implant. L'ostéo-intégration est un phénomène dynamique et combien d'implants initialement stabilisés à 15 newtons ont parfaitement répondu à la demande mécanique qu'on faisait par la suite. Donc, c'est complexe, c'est un sujet qui est complexe, mais je tiens à le dire, il y a pas mal de situations cliniques. Lorsque tous les voyants sont ouverts, et Dieu sait s'ils sont nombreux, on n'évoque pas suffisamment ou souvent les problèmes de carence vitaminique du patient, par exemple. Évidemment, les gros fumeurs, les patients diabétiques, les patients qui prennent de la cortisone au long cours. Donc tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en considération lorsqu'on établit un plan de traitement. Bon, là, on avait une patiente en or. Elle nous gratifie en plus très régulièrement de nombreux cadeaux au cabinet. Donc, on se félicite d'avoir répondu à son attente et on espère qu'on aura plein d'autres patients comme ça. Voilà. Il n'y a toujours pas de questions. Merci beaucoup Jean-Pierre. Non, je ne vois pas de questions à l'horizon. Merci encore pour la qualité de vos présentations et de votre expertise sur ce sujet. Pour rappel, vous pourrez retrouver les docteurs Gardella et Priol dans nos locaux à Pertuis. On est à 15 minutes d'Aix-en-Provence pour la formation du 4 juillet prochain sur la gestion du secteur antérieur. Voilà, vous pouvez retrouver cette formation et vous y inscrire sur notre site southernImplant.fr dans la partie services et formation. Et au risque de paraître prétentieux, on a beaucoup travaillé avec Victor pour cette formation. Elle sera riche, je pense très instructive, avec notamment l'implication de Victor sur des réhabilitations mixtes dans un plan. C'est toujours très intéressant d'avoir une approche globale du secteur antérieur chez des patients qui manifestent l'envie d'avoir, je dirais un sourire éclatant qui comporte des dents et des implants. Et mixer les deux, c'est pas toujours très facile. Ça demande, comme on vous l'a montré sur le cas précédent, une approche qui soit rationnelle, qui nous permette de valider un certain nombre de choses, de réévaluer un certain nombre d'autres choses. Et donc, je vous encourage tous à venir à Pertuis pour cette formation qu'on va rendre la plus intéressante et la plus dynamique possible. Voilà. Merci beaucoup. Bon, eh bien, comme je ne vois pas de questions arriver, je pense qu'on peut clôturer la soirée. Merci encore et je vous dis à tous à très bientôt.
Bonne soirée, Bientôt. merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.